s'il y a vraiment quelque chose de grave, c'est clair que le convoi s'arrête et que là, priorité aux soins. Moi, j'ai de quoi quand même intuber, donc mettre dans le coma, j'ai de quoi mettre une machine qui fait respirer, j'ai de quoi réduire une fracture déplacée, etc. Franchement, j'ai de quoi faire quand même. La difficulté, c'est sûr, il y a le fait d'être tout seul, de ne pas avoir d'infirmier comme on a l'habitude à l'hôpital. Et puis, potentiellement, il faut pouvoir tenir 24, 48 heures, 72 heures le temps qu'un avion arrive. Hello, hello, vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach, préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous une petite étincelle de folie et d'audace, une version un peu frappée de nous-mêmes au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Leurs témoignages au micro du podcast sont de puissantes invitations à passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Claire Laine est de retour sur le podcast. Cette médecin urgentiste adepte des missions en milieu extrême revient sur Les Frappés pour nous parler plus en détail de la mission qu'elle a réalisée en 2023 en Antarctique, à bord d'un convoi de ravitaillement à destination de la base française de Concordia. Elle nous explique les risques inhérents à ce type de mission et la manière dont son rapport au temps a changé au fil des jours passés dans l'immensité blanche de ce désert de glace. Si vous n'avez pas déjà fait, je vous conseille d'aller d'abord écouter le premier épisode que nous avions enregistré ensemble, l'épisode 199, diffusé le 28 janvier 2025. Excellente écoute à vous Les Frappés. Fabuleux. Eh ben écoute Claire, moi je suis ravi que tu reviennes au micro du podcast pour qu'on fasse un épisode un peu plus approfondi sur une de tes expériences en particulier. Et je te cache pas que celle qui a suscité le plus de réactions dans la communauté des frappés, c'est clairement ton séjour en Antarctique, ton séjour de 3 mois en Antarctique que tu as fait en 2023, si j'ai bonne mémoire, si je dis pas de bêtises. Et pour laquelle, enfin, au sujet de laquelle, en tout cas, il y avait vraiment beaucoup de questions. Avec grand plaisir pour y revenir. Donc, si je me remémore ce que tu nous avais raconté la fois précédente, cette mission en Antarctique, ça a été une péripétie presque interminable, puisque tu avais mis 17 jours pour atteindre ta destination. J'ai plus en tête le nombre d'avions, je crois que c'était 7 ou 8, mais je me rappelle que ça avait été épique avant d'arriver sur place. Et une fois sur place, 23 jours de plus en tracteur chenille pour rejoindre la base française de Concordia, 1000 km plus loin à l'intérieur du continent, le tout par moins 40 degrés. C'est à peu près le tableau, c'est bon? C'est ça, effectivement. Ouais. Moins 40, c'était le plus bas qu'on ait eu. On a commencé à moins 5, mais on est descendu jusqu'à moins 40. Waouh, ok. Donc clairement une expérience hors norme. Les questions qu'il y a eu dans la communauté. Alors moi j'en ai plusieurs pour toi, mais j'avais demandé aussi. J'ai un groupe WhatsApp avec une soixantaine, on doit être 70 peut-être maintenant, d'auditeurs hardcore du podcast. Les questions qui sont revenues le plus, c'était autour de finalement du trajet plus qu'autre chose. Et notamment comment est-ce qu'on s'occupe quand on passe 24 jours dans un tracteur à chenilles et est-ce que tu peux nous expliquer peut-être d'ailleurs ce tracteur, pour qu'on visualise un petit peu, on parle de quoi? C'est une sorte de train sur chenilles, donc tu as plusieurs wagons accrochés au tracteur en tant que tel, ou comment ça se présente? Alors, comment ça se présente? Chacun a un tracteur chenillé et on tracte derrière nous plusieurs containers qui sont eux-mêmes chaussés sur des skis, en gros, sur des patins. Ah, donc c'est un convoi. Un convoi, voilà. Sauf que comme c'est extrêmement dur pour les tracteurs, c'est extrêmement hostile. En fait, c'est dur, c'est en pente. La neige, elle est dure. C'est vraiment de la neige plus glace quasiment et avec des bosses sans arrêt. Et du coup, le tracteur, il est en permanence à 90-95% de son maximum. Et donc, pour pouvoir l'aider, on est 2 tracteurs reliés à tout un convoi, en gros. Donc, la plus grosse difficulté, c'est que quand on démarre le convoi, on a d'un seul coup, en fait, il y a 2 tracteurs pour 200 tonnes. Et au total, il y a 600 tonnes.
Et donc, la plus grosse des difficultés, c'est de démarrer en même temps. Donc, il y a un premier tracteur qui prend un petit peu d'élan et dès que l'élingue, donc la corde entre nos deux tracteurs se tend, moi, il faut que je démarre à la seconde près parce que si je démarre pas, le tracteur de devant s'embourbe. On dit qu'il s'ensouille dans le langage antarctique. Et si c'est le contraire, si c'est moi qui démarre trop tôt, je suis toute seule à tracter 200 tonnes, donc je m'ensouille aussi. Et alors là, c'est la cata. C'est vraiment la cata. Donc toi, t'as toi-même conduit les tracteurs aussi? Ouais, ouais. Excellent. Ah Pour ouais, là c'était l'anecdote, vraiment j'étais de la médecine très très comment atypique. dire ouais, c'est clair. Pour l'anecdote, j'étais partie m'entraîner chez un ami qui est agriculteur en Normandie, donc j'avais coupé le lin avec lui pour conduire le tracteur. Mais clairement, le tracteur chenillé de l'Antarctique, ce n'est pas la même. Tout ça, les détails de la mission, tu les avais avant de t'engager, en tout cas de candidater, puisque si je me souviens bien, c'était il y a un process de sélection où tu candidates et il y a un certain nombre d'étapes, mais c'était assez clair quand même sur ce que tu allais vivre? Alors oui et non, parce que en fait, moi, je me suis beaucoup renseignée auprès des anciens médecins qui ont fait d'autres missions. Il y en a 2 que je connaissais vraiment bien et une troisième que je connaissais un petit peu. Mais en fait, on a beau essayer de comprendre, de creuser, et cetera, on ne peut pas se rendre compte, quoi. C'est impossible. Et il y a aussi une BD, en fait, pour ceux que ça intéresse, qui s'appelle La Lune est blanche, qui est une BD assez incroyable sur le raid antarctique, qui présente vraiment pas mal les choses. Mais en fait, tôt ou tard, je pense que j'aurais pu passer des jours et des jours à en discuter. Le vécu, c'est tout autre chose encore. Tu dirais que c'est quoi qui t'a le plus étonné sur cette mission? Peut-être un aspect que tu n'avais pas forcément imaginé ou dont tu avais connaissance, mais qui a été vraiment décuplé sur place? La monotonie peut-être. C'est vraiment, Mhm. en fait, sur la banquise, sur la côte, il y a vraiment des animaux, etc. Mais alors, dès qu'on rentre on peut pas dire dans les terres, dans les glaces, alors là, c'est d'une monotonie incroyable, quoi. C'est blanc, blanc, blanc tout le temps. Et la seule différence d'un jour à l'autre, c'est la météo, c'est tout. Mais le quotidien est exactement le même. Mhm. Et typiquement, parce que si j'ai bien compris ce que tu nous expliquais dans l'épisode précédent, en fait, ton rôle en tant que médecin, c'était Ouais. vraiment d'être cette médecin embarqué au sein d'un convoi. Mais une fois à Concordia, finalement, ta mission était finie, il fallait déjà repartir. Le besoin de médecin était vraiment pour le trajet, c'est bien ça? Ouais, mais alors aussi bien l'aller que le retour, d'une part. Et d'autre part, une fois que cette grosse expédition de 23 jours était terminée, après, je suis encore restée 1 mois et demi sur la base qui s'appelle Cap Prud'homme. Et là, j'étais à nouveau le médecin de la base Cap Prud'homme. En fait, c'est une petite base où on est au maximum 20. Par contre, en permanence, il y a des gestes, des actes très dangereux, quoi. Il y a de la manipulation de charges très lourdes, de produits dangereux, etc. Et en permanence, il peut se produire quelque chose. Et donc, il fallait aussi un médecin sur cette base-là. Ok, et donc Concordia, c'est vraiment très loin à l'intérieur des glaces. Ouais. Cap Prud'homme, c'est plutôt sur la. J'en ai jamais entendu parler. Alors, je ne suis pas du tout un expert de l'Antarctique, mais c'est plutôt proche des côtes, du coup? Ouais, en fait, c'est vraiment sur la côte. Et sans doute que tu as entendu parler du coup de Dumont-d'Urville, qui est beaucoup Oui, plus connu. Et en fait, Dumont-d'Urville, c'est sur une île. Et donc, les tracteurs ne peuvent pas partir d'une île parce que la glace, elle dégèle en été. Donc, en gros, c'est l'équivalent de Dumont-d'Urville à 5 km de là, mais sur la côte. Et, d'accord. et voilà, donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus petit. Et en fait, quand on est en hiver, on peut aller à pied, c'est 1 heure de marche en gros. Mais dès que l'été arrive, la glace est trop fragile, il faut y aller en hélicoptère. Et donc, il y a des jours où l'hélico, ça passe, il n'y a pas de souci. Et le médecin du Mont-d'Urville pourrait venir à Cap-Prud'homme, mais il y a vraiment beaucoup de jours de tempête où c'est impossible. Et donc, il faut un médecin de chaque côté. D'accord, ok. Ok, Mm. et donc typiquement dans cette base, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la recherche, c'est de la logistique pour des bases plus en profondeur justement? Alors, en Antarctique, il y a 2 grandes missions. Il y a tout ce qui est scientifique et tout ce qui est logistique en appui aux scientifiques. Et donc, par exemple, la base de Cap Prud'homme, c'est que de la logistique. C'est uniquement, en gros, cette base est vraiment basée, enfin, sa raison d'être, c'est vraiment de déclencher le raid, d'emmener de la nourriture, du fuel et des pièces mécaniques, etc., à Concordia. Donc, c'est vraiment une base avec globalement des mécaniciens en grande partie qui trafiquent les tracteurs, etc., qui chargent le convoi et qui servent vraiment à ravitailler. Donc, il n'y a pas tellement de scientifiques. Ou alors, il y a des scientifiques qui viennent juste à la journée ou sur 2, 3 jours
pour étudier. J'exagère un tout petit peu parce qu'il y a un glacier juste à côté. Donc, il y a 3 glaciologues qui étaient là en permanence pour étudier le glacier. Ok. Mais tout ce qui est ornithologie, etc., c'est vraiment sur demande urbaine. D'accord. Ok. Et donc, toi, alors, j'allais passer sur un autre sujet, mais pour finir sur le sujet du trajet, comment, si tu disais que ce qui t'a finalement peut-être le plus surpris ou qui a été le plus challengeant, c'était la monotonie, comment tu pallies à ça? Comment est-ce qu'il y avait des tips qui étaient échangés entre vous? Est-ce que vous aviez l'occasion d'échanger ou finalement pas trop parce que c'est tellement intense de conduire ces tracteurs à chenilles que on n'a pas le temps de discuter? Parce que finalement, 2 fois 24 jours, c'était 24 jours aussi le retour? Non, c'était 10 jours, 9 jours de montée, enfin 10 jours de montée et 9 jours de descente. Ah voilà, d'accord, ok. Ouais, Euh, 3 jours sur place. yes. Mm. Du coup, ouais, comment est-ce que vous comment est-ce que vous occupez ces journées? Alors, c'était la grande inconnue de savoir comment j'allais vivre moi-même ces heures et ces heures de solitude. En fait, on est vraiment chacun tout seul dans son tracteur. Globalement, la radio, on s'en sert très peu. On peut communiquer entre nous, mais en fait, l'idée, c'est de ne pas la monopoliser et de pouvoir l'utiliser à tout moment en cas d'urgence. Et puis, il y a aussi une espèce de deal là-bas, qui est que c'est notre moment dans notre bulle et que finalement, ça vit un peu chacun de son côté. Et après, on partage des moments collectifs à midi et le soir, mais pas pendant les heures de trajet. Et donc, on alterne entre 3 choses. Premièrement, c'est écouter des podcasts. Deuxièmement, c'est écouter de la musique. Et troisièmement, ne rien écouter du tout. Et c'est vraiment en permanence, on jongle entre ces 3 activités-là. Donc, les podcasts, moi, j'aimais beaucoup au début. Et finalement, à la fin, j'étais tellement fatiguée des heures et des heures de tracteur, et puis du rythme un peu, entre guillemets, effréné, même si le tracteur va pas vite. En fait, à la fin, les podcasts, ça m'endormait. Je suis devenue incapable d'en écouter. Donc, c'était surtout de la musique, le plus fort possible pour me réveiller. Et donc, on se refile des clés USB avec une énorme playlist et puis on la change de temps en temps. Voilà. Excellent. Et en fait, il y a une autre anecdote, c'est qu'il y a un des anciens médecins du RAID qui m'a envoyé très gentiment une clé USB avec plein de documents à mettre dans mon tracteur. Sauf que moi, le jour du départ, c'était très compliqué parce qu'on m'avait annoncé mon avion au départ de la Réunion qui devait partir le mardi à 14h. Et finalement, je reçois mon billet d'avion enfin le lundi. Et le lundi, je regarde l'heure et je dis, mais non, en fait, c'est départ dans 2 heures. Et donc, ça a été un branle-bas de combat, mais inimaginable. Et donc, j'ai fait mes bagages vraiment en 5 minutes top chrono. J'ai pris les affaires trempées qui sortaient de la machine à laver et j'ai couru à l'aéroport comme une dératée. Et donc, j'ai oublié cette fameuse clé USB, j'ai oublié mes baskets, j'ai oublié plein de choses parce que je ne pouvais pas tout faire. Donc, la clé USB, je l'ai retrouvée au retour et heureusement, quelqu'un m'en a filé une là-bas avec plein d'autres documents aussi. Ce sera l'occasion d'y retourner du coup. Oui, exactement, ouais. Si on passe sur les sujets actes médicaux, Ouais. qu'est-ce qui... alors, là tout de suite, je pense à plein de choses qui semblent évidentes, mais qu'est-ce qui justifie la présence d'une médecin au sein du convoi? Qu'est-ce qui peut y avoir comme acte? Ou est-ce qu'il y a déjà eu des actes médicaux qui ont dû être pratiqués pendant ce type de raid dont tu as connaissance? Alors, des actes vraiment, je crois qu'il n'y en a pas eu tant que ça. Par contre, il y a eu des mal de dos importants. Il y a eu l'histoire d'hémorroïdes aussi, qui est pas très grave en soi, mais quand on reste assis sur un tracteur pendant des heures, ça devient vite très compliqué. Ah oui. Il y a eu une infection majeure il y a quelques années. C'était pas moi, mais globalement, il y a peu d'actes. C'est plus un petit peu, entre guillemets, de la bobologie du quotidien. Mais on sait que tout peut dégénérer vraiment très vite, quoi. Et il suffit d'avoir, je sais pas, une grosse tempête, quelqu'un qui chute d'un escalier, enfin, une hypothermie, ça peut très vite être très grave. Donc, c'est vraiment la précaution d'avoir un médecin parce que globalement, il ne se passe rien. Mais alors, le jour où il se passe quelque chose, c'est très vite très grave. Ouais, c'est ça ce que tu expliquais dans l'épisode précédent, c'est qu'il y a plein de choses qui sont extrêmement compliquées. Bon, au-delà du fait que c'est très isolé, du fait des températures, par exemple, certains tuyaux en plastique cassent comme du verre. Ouais. Donc tu disais que voilà, il y a quand même plein de paramètres techniques qu'il faut prendre en compte. Ouais. Avec quel type d'équipement médical est-ce que toi tu es monté dans ce convoi? Est-ce que tu étais vraiment équipé si jamais il se passait quelque chose d'un peu sérieux Ouais. pour pratiquer des actes? Tu avais quand même ce qu'il fallait? Clairement, ouais. En fait, on a 9 caisses de matériel.
Ah des oui. grosses caisses. Hein, alors, l'espace est extrêmement contraint. Donc, on cache une caisse à tel endroit, une caisse à tel endroit, une caisse à tel endroit. Et puis, on a une liste pour le jour venu, s'il y a une urgence vitale, trouver directement où est, je sais pas, la telle de cheville, etc. Pour aller le chercher un coup à droite, un coup à gauche. Mais s'il y a vraiment quelque chose de grave, c'est clair que le convoi s'arrête et que là, priorité aux soins. Donc, moi, j'ai de quoi quand même intuber, donc mettre dans le coma. J'ai de quoi mettre une machine qui fait respirer. J'ai de quoi réduire une fracture déplacée, etc. Franchement, j'ai de quoi faire quand même. La difficulté, c'est sûr. Bon, il y a le fait d'être tout seul, de ne pas avoir d'infirmier comme on a l'habitude à l'hôpital. Et puis, potentiellement, il faut pouvoir tenir 24, 48 heures, 72 heures le temps qu'un avion arrive. Un petit avion chaussé sur des Ouais. skis, que la météo soit compatible, que l'avion soit disponible, qu'on lui dame une piste d'atterrissage d'urgence, etc. Waouh. Et donc, ça veut dire que j'imagine, vous avez des abris que vous pouvez utiliser, enfin des sortes de tentes un peu extrêmes que vous pouvez monter, ou tout doit se faire dans les chenilles, dans les tracteurs? Non, ouais, c'est à l'intérieur, hein, parce qu'une tente à -40, ça sert à rien. Ouais, ouais, Non, c'est ouais, vrai. en gros, ça serait dans la salle à manger, quoi. Il y avait un petit canapé où on s'installait pour manger. Et là, potentiellement, je peux allonger un malade. Mais en même temps, je dis ça, mais c'est pas vrai parce qu'il n'était pas très accessible, ce canapé. Donc, ça aurait sans doute été sur la table de la salle à manger. La règle, de toute façon, c'est de la débrouille. On fait le Ouais. mieux possible avec ce qu'on a, mais c'est sûr que c'est de la débrouille. En Attends, tout quand cas, il tu y a dis pas de table de la salle à bancal. manger, c'est une fois à la base? Non, dans le convoi, en Ah, fait, dans le il y convoi, vous avait. aviez un. D'accord, ouais, ok. Ouais, pardon, oui, il y avait 3 containers principaux qui nous servaient à vivre et tous les autres, c'était des containers où on transportait des choses. Et donc, dans les containers principaux, on avait une petite salle à manger et il y avait 2 dortoirs de 4 lits et un dortoir de 2 lits et un groupe électrogène, une douche, un toilette, un robinet Oh là là, avec de la waouh. neige fondue. Ouais, donc des conditions très très spartiates. Clairement, clairement, ouais. Ok. Et donc, dans le convoi, vous étiez nombreux? On était 10. Ah oui, quand même. Euh, donc, une femme, initialement, j'étais la seule femme pour la montée, et puis 9 hommes. Et puis finalement, à la descente, il se trouve qu'il y a une autre femme qui a remplacé un des hommes. Donc, on était 2 sur la descente. Ouais. Ok, ok. Euh, et du coup, quand vous partez, donc tu disais 200 tonnes par tracteur, c'est énorme. Ouais. Là, l'idée, c'est que vraiment vous partez en autonomie totale. Vous avez une marge de manœuvre quand même dans votre organisation. Vous prévoyez des jours en plus, ou finalement vous n'avez pas trop l'option de le faire parce que vous êtes déjà tellement chargé qu'il n'y a plus de place pour du Alors, fuel en plus, ou tu vois, ou des vivres. ouais. L'Antarctique, la règle d'or, c'est l'Antarctique. En Antarctique, pas de pronostic. Ok. Ça, c'est formel parce qu'il se passe tout le temps des problèmes. En fait, la vie normale en Antarctique, c'est pas tout va bien et une fois de temps en temps un problème, il y a des problèmes tout le temps et on les résout tout le temps. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'on va arriver. On sait que statistiquement parlant, souvent on met 10 jours à la montée, mais en fait, les tracteurs, ils ont des problèmes. La météo peut nous paralyser pendant 3 jours d'affilée et que si c'est la pleine tempête, on ne peut plus avancer, on doit attendre. Donc, non, on prévoit l'aléa en permanence. Et nous, finalement, on a eu un gros aléa sur la descente. On a eu une dameuse qui s'est cassée complètement et donc elle ne roulait plus. Et en fait, on a un traîneau en plus sur laquelle on a fait monter la dameuse. Alors, les gars sont hyper débrouillards en Antarctique, ils ont un peu réponse à tout. Et donc, on a fait monter la dameuse cassée dessus. Et en fait, on avait 2 dameuses, une qui damait, donc qui aplatissait la neige au début du convoi, et une autre qui redamait à la moitié du convoi parce que le convoi défonce la piste. Et donc finalement, heureusement, c'était un peu sur la fin de la descente. Donc heureusement que c'était à ce moment-là, mais ouais, non, on a perdu une dameuse. Ok. Ouais, la débrouille. Bon, ça, j'imagine que ça doit clairement faire partie aussi de tes qualités, de ce que tu apportes dans une équipe. Là, on parle de l'Antarctique, mais encore une fois, s'il y en a qui n'ont pas écouté ton épisode précédent, foncez. T'es quand même une habituée des missions en milieu insolite. J'ai en tête les centrales nucléaires en Chine, l'Amazonie. Enfin, il y a eu quand même plein d'autres choses avant. Donc, je suppose que ça doit être quand même un trait de caractère, la débrouillardise, qui est un peu essentiel pour n'importe quelle personne qui fait partie de ce genre d'expédition. Ouais, clairement. Il faut savoir sortir de nos standards et globalement, si on attend d'avoir un scanner sous la main, on peut attendre très longtemps. Ouais. Ces 10 personnes, du coup, c'était quoi leur rôle? Toi, t'étais évidemment, je pense, un pilier indispensable pour le côté sécurité et médecine, mais les autres membres du convoi, c'était quoi leur mission?
Alors, ce qui est drôle, c'est que moi, je suis dans la théorie indispensable, dans la pratique, je ne le suis pas du tout, et je suis même la moins utile de l'expédition, puisque je suis vraiment là au cas où il y a un problème, mais souvent, il n'y a pas de problème. Donc, finalement, les 9 autres gars étaient bien plus utiles que moi, ce qui est étrange, mais c'est comme ça. Et donc, les autres, il y avait un chef d'expédition, il y avait alors tout le monde est chauffeur de tracteur, tôt ou tard, hein, voilà. Et puis les autres, il y en avait un qui était informaticien et qui gérait l'électricité, etc. Mais la majorité, c'était mécano, en fait. Et puis, donc, tous les soirs, en fait, quand on arrêtait le convoi, eh ben, il fallait faire la maintenance du tracteur, mesurer sa consommation, refueler, et puis gérer la pression des chenilles, gérer les petits problèmes qui surviennent en permanence. Voilà. Et c'est pour ça que moi, en tant que médecin de l'expédition, le soir, quand le convoi s'arrête, j'ai pas ces compétences. Donc, le médecin est cuisinier de l'expédition. Parce que finalement, c'est les compétences les plus faciles parce que enfin, le soir, je ne vais pas me tourner les pouces pendant qu'ils font leur maintenance. Ouais. Donc, voilà. Je t'avais demandé d'ailleurs la dernière fois si la légende était vraie, qu'on mange très très bien dans les bases françaises en Antarctique. Tu m'avais dit oui. Est-ce que Ouais. si je pose la question à tes 9 compagnons à l'aller, au retour, ils répondraient la même chose? Je sais pas si tu as cuisiné au retour aussi ou pas, mais qu'est-ce Alors qu'ils moi, c'est diraient? un gros gag. C'est un gros gag parce que moi, je cuisine pas. Mes amis qui me connaissent, ils rigolaient bien de savoir que j'étais cuisinière de Mais le travail était très facilité parce que c'était du surgelé à réchauffer. Alors, Ah oui, finalement, d'accord. je suis sortie. Il paraît que tous les médecins ne s'en sortent pas aussi bien tous les ans et qu'il y en a qui se débrouillent pour servir des plats congelés ou brûlés. Mais, et d'ailleurs, petite anecdote, c'est que donc il n'y a pas besoin de congélateur en Antarctique, donc on laissait nos plats surgelés à l'extérieur. Et à l'inverse, le frigidaire, qui est à plus 4 degrés, c'était un chauffage, bien sûr, puisqu'à l'extérieur, il fait Oui. tellement froid qu'en fait, on chauffe à 4 degrés. Donc, c'est le seul endroit du monde, sans doute, où le frigo est un chauffage. Parce que du coup, c'était quoi l'écart de température entre l'intérieur des chenilles, enfin l'intérieur des tracteurs ou des containers et l'extérieur? Honnêtement, on chauffait bien à l'intérieur. Le matin, quand on rentre dans le tracteur, il fait froid, mais en fait, ça chauffe très vite. Et en plus, on a je sais pas, une sorte de plexiglas, ce qui fait que ça chauffe vraiment à l'intérieur. Moi, on m'avait dit que je serais souvent en t-shirt, et franchement, c'était vrai. C'est Ah oui. complètement étrange, mais c'est vrai. Et ça, d'un Non, point de vue oui. médecine, ça peut pas être source de problème, des écarts aussi énormes? Parce que s'il était en t-shirt, c'est qu'il devait faire, je sais pas, autour de 20 degrés peut-être? Alors moi, j'étais très fière de moi parce que je trouvais que je tolérais bien le grand froid. Et en fait, je me suis rendu compte en arrivant à Concordia que je tolérais bien parce que je passais finalement 5 ou 10 minutes dehors, pas plus, quoi. Et en fait, je passais dehors pour faire les transferts de mon tracteur au container et du container au tracteur. Mais finalement, quand on est arrivé à Concordia, il y avait absolument toute la base de Concordia qui nous attendait dehors en doudoune, enfin en tenue intégrale. Et donc là, on a pris 1 heure à se serrer dans les bras. Enfin, c'est vraiment un moment extrêmement festif. Et en fait, là, j'ai eu le froid de ma vie, quoi. J'étais absolument congelée. Et donc, j'ai découvert que non, je tolère pas plus que, pas plus que ça. C'est juste que j'étais peu sortie jusque-là. Ouais. Donc, Ouais. finalement, on n'a pas quoi. Enfin, moi, je suis très frileuse, donc ça faisait rire ma famille et mes amis. Mais en fait, on est très bien équipés. Et puis, en fait, dès qu'on est à l'intérieur des bases ou des tracteurs, c'est bien chauffé, on n'a pas froid du tout. Et sans parler nécessairement de médecine ou tu vois, de sujets sérieux, mais à titre individuel, quelqu'un qui part sur ce type d'expédition où c'est à la fois très long, spartiate, il fait très froid, ça serait quoi les sujets de vigilance d'un point de vue vraiment médical, mais personnel, tu vois, sans nécessairement avoir un médecin impliqué? À quoi est-ce qu'il faudrait faire attention? L'exposition de sa peau, les yeux? Ah oui, sur le plan physique, ouais, Oui, oui. l'exposition de sa peau, effectivement, parce qu'en fait, le froid, au début, ça fait très mal. Et en fait, si on ne se recouvre pas, eh ben, ça fait plus mal du tout parce que le froid est anesthésiant. Et en fait, c'est là où ça devient vraiment grave, notamment pour le bout du nez. Et donc, les mécanos qui passent 1 heure ou plus dehors, ils se surveillent un peu les uns les autres. Et s'ils voient que l'autre a le nez tout gelé, ben, en fait, ils lui disent, faut que tu rentres là. Même si tu sens rien, faut que tu rentres, va te mettre au chaud et tu reviens quand tu es réchauffé. Et effectivement, le fait de remettre le bout du nez au chaud, ben, d'un coup, on ressent la douleur, la morsure du froid. Donc ça, c'est un piège. Voilà. Hmm. Après, bien sûr, les engelures, donc le froid des pieds, le froid des mains. La- les coups de soleil, il faut se méfier si on reste un peu longtemps dehors, parce que bien sûr, il y a un énorme reflet et puis il y a peu de couches d'ozone là-bas. Qu'est-ce Et qu'il y a le d'autre? fait de respirer, tu vois, quand tu disais moins 40 au plus froid, le fait de respirer cet air en direct, c'est problématique ou pas?
Ben, en fait, moi, j'avais quand même tellement froid partout que, en fait, au début, on essaye de dégager le nez pour respirer de l'air pur et non filtrer à travers un tissu. Et en fait, même le bout du nez, il faut le protéger. Donc, en fait, l'air, il est quand même respiré à travers la cagoule, quoi. Mhm. Après, l'air, il est hyper sec. En altitude, enfin, à moins de 40 degrés, l'air est tellement, tellement sec que ça donne soif. Mais c'est vraiment impressionnant. On se réveille plusieurs fois la nuit pour boire, 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 boire. Une espèce d'envie frénétique, quoi. Et donc, c'est drôle parce qu'on se déshydrate juste en respirant, en fait. Mm. Ce que tu évoquais sur les extrémités, enfin le froid qui est anesthésie, ça me fait penser, quand j'ai vécu un hiver à Montréal, et Ouais. on m'avait dit de faire attention à ça. On m'avait dit, ah mais fais gaffe, tous les ans il y a des gens qui se brûlent en fait parce qu'ils restent dehors sans gants, il fait un peu froid, -15, -20, et en fait quand ils rentrent, Ah ben ils voilà. passent l'eau sous les mains pour se réchauffer, ils sentent rien donc ils mettent plus chaud, et en fait ça peut faire des Voilà. brûlures au premier degré, quoi. Ouais, c'est vraiment bête. Ouais. Ouais. Mm, Ok. Et donc tu disais une fois à Concordia, donc 3 jours, 3 jours sur place. Là, tu as des missions qui te sont attribuées en tant que médecin, où l'idée c'est vraiment de se reposer, de recharger les batteries avant de repartir pour le trajet retour. Alors, moi, j'étais plutôt un peu privilégiée parce que, d'une part, je connaissais pas Concordia, donc il y avait 1000 trucs à découvrir, donc j'ai pu découvrir et puis j'ai pu me reposer aussi. Mais en fait, comme on est en altitude à 2000, alors normalement, on est à 3200 mètres d'altitude, mais en fait, il y a une pression atmosphérique si basse, elle était à 660 quand on est arrivé, que c'est un équivalent à 3800. Donc en fait, on ne dort pas bien, on se repose pas bien. Mais déjà, juste enfin, de sortir de son tracteur et du bruit ambiant, ça fait un bien fou. Voilà. Mais par contre, les gars, ils avaient quand même toute une maintenance des tracteurs à faire et puis surtout, ils avaient beaucoup de déchargements des containers. Alors, ils étaient aidés par la base de Concordia. Mais donc, globalement, il y a 2 jours de décharge et puis recharge des déchets de Concordia qu'on redescend à la Ah côte. oui. Mais et il y a un jour complètement off. Voilà. Ok. Oui, sachant que tu disais qu'il y a plein de choses à faire à Concordia, j'ai des photos sous les yeux là. En fait, c'est quoi? C'est principalement deux gros bâtiments cylindriques, c'est ça? Ouais, mais en fait, pour le coup, là-bas, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'activités scientifiques. Et donc, moi, j'ai été fascinée par tout ce qu'on m'a expliqué sur les différentes expériences. Il y a bien sûr la glaciologie qu'on imagine bien, avec notamment un forage de plus de 3 km de profondeur pour remonter le climat, Waouh. en fait, parce qu'on mesure la glace datant de plusieurs milliers d'années, de 800 000 ans. Et là, ils sont en train de faire un forage qui remonte jusqu'à 1,5 million d'années pour retrouver les petites bulles d'air de l'époque, quoi, qui sont piégées dans la glace. Ça, c'est le plus gros projet, sans doute, le plus connu, mais après, il y a plein, plein, plein d'autres projets. Il y a de l'astronomie, parce que, par exemple, on profite de la nuit continue pour pouvoir observer des étoiles en continu pendant 4 mois et sans être du tout embêté par la lumière du jour. Ça, c'est fascinant. Il y a des projets sur la médecine, comment le corps s'adapte à des endroits aussi extrêmes. Donc, c'est des projets qui sont menés par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, parce que potentiellement, ça pourrait être représentatif des Mhm. voyages vers Mars. Il y a des projets, c'est inimaginable. Il y a une anthropologue aussi qui étudie les rapports humains. C'est vraiment très, très varié. Il me semble que tu avais croisé Thomas Pesquet, non, à Concordia, Ouais, exactement, ouais. Ouais. qui était là du coup, dans le cadre d'une des missions justement d'adaptation du corps à ce type de milieu, je suppose. Exactement. Il a eu pas mal de prises de sang, une IRM du cerveau, etc., pour voir comment son corps s'adapte à ce milieu extrême, à la fois le froid, l'isolement, l'altitude. Et donc, effectivement, pour vraiment dans l'idée d'envisager des missions sur Mars. Hmm. Mm. Il y avait aussi des études sismologiques, donc c'est vraiment intéressant. Il y a des sismomètres qui enregistrent tous les tremblements de terre. Et un tremblement de terre, un séisme qui aurait lieu au Japon, se répercute en 10 minutes en Antarctique. Donc, et puis nous, en fait, là-bas, les signaux sismiques ne sont pas du tout perturbés par les usines, les voitures, etc., et Mhm. l'activité humaine. Donc, c'est extrêmement pur. On enregistre aussi le glacier qui se craque éventuellement. Il y a des projets, vraiment, c'est passionnant la variété. Je vois qu'il y a de la mesure du champ magnétique terrestre avec des séries d'antennes énormes. Et là, Ouais. je mettrai le lien vers cet article. Alors, je sais pas si c'est un article de Mer et Marine sur la logistique polaire en Antarctique, et c'est assez intéressant. Il y a des photos notamment d'un convoi, et comme ça, les gens pourront voir. Punaise, c'est une ligne droite à perte de vue sur une étendue parfaitement plate et blanche. Effectivement, là, en termes de monotonie, ça parlera aux gens là. Ouais, ouais. Euh,
Ok, et donc pour nos amis complotistes, est-ce que tu peux nous confirmer qu'il n'y a pas un mur secret au pôle Sud ou une base militaire ou que sais-je? T'as pas vu ça? Ah non, je savais même pas que c'était de la Ouais. légende. Non, je te dis ça parce que je suis tombé, on m'a envoyé il n'y a pas très longtemps. Apparemment, il y a un YouTuber qui est connu dans la sphère complotiste qui est allé en Antarctique pour vérifier par lui-même que le soleil ne se couchait jamais à la période de l'année à laquelle il allait. Donc ça a été un peu relayé par des grands médias. C'est comme ça que j'ai découvert ce sujet. Donc voilà, je me suis dit que j'allais pouvoir te demander confirmation. Oui, je confirme. Alors, tu vois, au final, malgré l'immensité parcourue en tracteur, mais finalement, quand on prend sur la carte, ça reste une petite partie de l'Antarctique. Ouais. Par exemple, on s'est très peu approché du pôle Sud, du vrai pôle Sud. Et donc, ça en dit long sur l'immensité de ce continent-là. Hmm. Mm. Excellent. Je refais un tour sur les questions de la communauté des frappés. Je pense que c'était un petit peu les. Oui. Il y avait une des questions, c'était pourquoi est-ce que tu as dit oui à ce type de mission en sachant, en connaissant un petit peu en avance ce dans quoi tu allais t'engager? Pourquoi? Pourquoi dire oui à 24 jours dans un convoi de tracteurs chenilles par -40? Alors moi, je pense qu'il y a vraiment la fascination pour la découverte. Et c'est surtout ça. J'avais envie de découvrir l'Antarctique, découvrir ce qu'on voit, ce mode de vie tellement lointain. Enfin, et puis d'ailleurs, je m'estime extrêmement chanceuse d'avoir eu accès à ce contrat-là. Mais voilà, c'est vraiment le plaisir de découvrir avant tout. Et puis, je pense qu'il y a aussi toute une part de défis. Moi, je suis assez réceptive au côté défis et de se dépasser, de se confronter aussi à là où on n'a jamais été. Les rencontres aussi, ça me touche beaucoup. La vie en communauté, le fait d'habiter ensemble et puis de finalement mieux se connaître les uns les autres. Avec à la fois toutes les joies et tous les défis aussi. Hein, c'est pas facile tous les jours. Mm. Mais tout ça, ça m'a fascinée. C'est ce que j'allais dire. Ça serait super intéressant d'échanger avec un anthropologue, une anthropologue, tu vois, qui a pu mener un peu des recherches dans ce type d'environnement. Parce que là, je suis en train de voir que donc toi, tu as fait une mission de 3 mois, mais où finalement, tu as quand même beaucoup bougé. Mais si j'ai bonne mémoire, tu m'avais dit qu'il y a des gens qui restent bien plus longtemps. Finalement, une année complète, c'est assez standard, hein, c'est ça? Oui, ouais, effectivement, je pense que une partie de ceux qui viennent en Antarctique viennent pour un an entier. Et il y en a même d'ailleurs qui reviennent. Alors, moi, par exemple, les gars du RAID, ils revenaient tous les ans depuis. Il y en a un, ça faisait 26 ans qu'ils revenaient, quoi. Alors, à chaque fois, c'est sur 3 mois, mais c'est incroyable. Ouais. Et au moment où j'étais, il y avait 2 anthropologues qui travaillaient justement sur les habitants de l'Antarctique au sens hyper large, et y compris les marins qui viennent, qui travaillent sur le bateau, qui déposent des hivernants et des campagnards d'été en Antarctique. Enfin, c'était vraiment, ils étudiaient un peu tout le monde avec des entretiens très longs. D'ailleurs, ils ont fait une étude assez amusante aussi sur qu'est-ce qu'on emmène dans sa valise quand on va en Antarctique. Voilà, c'est des sujets de recherche infinis. Parce que là, je vois qu'en hiver, donc à Concordia, il y a une capacité d'accueil qui est de 50 à 70 personnes l'été, mais qu'en hiver, il y a finalement très peu de monde, 13 à 15 a priori. Ouais, ils étaient Euh, 12 cette année, ouais. 12, ah ouais, Ouais. punaise. Et puis Oui. souvent, il y a une femme ou 2 femmes. Alors cette année, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a eu 3 femmes et que c'était un record. 3 ou 4, mais en tout cas, c'était vraiment un record absolu dans l'histoire de Concordia. Sachant que là, pour le coup, quand l'hiver s'installe, il n'y a pas vraiment d'option. Enfin, ils sont absolument complètement isolés. Ouais. C'est pas possible d'y aller en avion, non? Le fait qu'il fasse nuit en permanence, j'imagine, ça va être compliqué d'atterrir. Ouais, il n'y a absolument aucun moyen d'évacuation et même s'il y avait un truc grave, on ne peut rien tenter. Il n'y a rien de tentable, quoi. Par un tracteur, les tracteurs, ils gèlent à cette température-là en hiver. Et puis par les avions aussi gèlent. Alors, il y a eu une année, je ne sais plus si je t'en avais parlé sur le premier podcast, au vrai pôle Sud, il y a une base et il y a une femme qui s'est diagnostiquée elle-même un cancer du sein. C'était la médecin qui s'était diagnostiqué un cancer du sein, donc elle ne pouvait pas être évacuée et elle ne pouvait pas avoir accès. Alors, ils ont trouvé une solution, c'était de lui larguer par parachute des caisses de chimio qu'elle s'est faite elle-même. Voilà, c'était une histoire complètement dingue. What? Oh, punaise! Ouais, la seule chose faisable pendant l'hiver, quoi. Il n'y a rien d'autre de faisable. Et donc, Mm. est-ce que pour les personnes, pour les hivernants, est-ce que les rôles sont dupliqués? Avec l'exemple que tu viens de donner, admettons que, enfin, j'espère que, je ne sais pas quelle était l'issue pour cette médecin, mais j'espère que c'était une issue positive. Mais si jamais il devait se passer quelque chose de grave, est-ce que les rôles sont dupliqués? Est-ce qu'on prévoit, tu vois, une médecin plus un infirmier très très calé ou tu vois des sortes de backup en fait?
Ouais, non, il n'y a pas ça. Par contre, le médecin, dès qu'il arrive sur base, il essaye assez rapidement de former une petite équipe qui l'aiderait le jour venu. Donc, bon, bien sûr, ces aides n'auront jamais un diplôme d'infirmier, hein, enfin un niveau d'infirmier encore moins haut de gamme. Mais par exemple, s'il se retrouvait à devoir faire une chirurgie, et ben finalement, il y aurait des gens non diplômés qui pourraient l'aider à faire l'anesthésie, etc., à lui servir des médicaments, enfin voilà, à lui servir en stérile, etc. Mais si ça lui arrive à elle, non, enfin sur 12 personnes, il n'y a aucun rôle de dupliqué et chacun est relativement indispensable. Ouais. Mm. Waouh. Intellectuellement, ça doit être hyper stimulant dans ce type d'univers parce que de ce que tu me racontes, de ce que j'ai pu un peu lire sur certains récits d'expédition, en fait, tu es tout le temps en train d'apprendre quelque chose. Tu arrives avec ton expertise, mais tu peux pas te cantonner à ce que tu connais, en fait. Ouais, ouais. Bah, c'est vrai que c'est toute une découverte de. Moi, c'est vrai, quand je suis arrivée, j'ai été fascinée par ce monde-là et j'ai beaucoup lu et regardé de films aussi, et notamment sur les expéditions, sur les autres bases, sur les expéditions majeures qui ont eu lieu, sur les découvertes. Enfin, c'est vrai que c'est un monde dont on ne parle jamais, mais avec une histoire, avec un grand H, une histoire fascinante. Par exemple, il y avait une base à plusieurs kilomètres de Dumont-d'Urville qui a brûlé. Ils étaient 3, je crois. Et non, ouais, je sais plus. Non, je sais plus combien ils étaient, mais la base a brûlé. Et donc, ils se sont retrouvés, ça aurait pu être vraiment catastrophique, quoi. Et finalement, par chance, ils ont pu être évacués par un bateau qui passait pas très loin. Donc ça s'appelle Port-Martin. Et maintenant, j'ai eu la chance de pouvoir y aller à Port-Martin. Je crois que c'est à 80 km du Mont-Durville. Et puis, on voit vraiment la base brûler. Et puis, comme là-bas, il y a rien qui se détériore, on a retrouvé voilà, les caisses de dynamite d'autrefois, les cadavres de chiens qui les aidaient pour traîner les traîneaux, etc. Incroyable. Et Ouais. là, je viens de voir qu'il n'y a que 3 bases qui opèrent toute l'année. Une base européenne, donc c'est Concordia, une base américaine et la base russe qui s'appelle Vostok, que je prononce sans doute mal, mais Ouais, si, ouais, c'est Vostok, ouais. Mais je pense qu'il y en a un Vostok. peu plus. Il y en a plus, parce qu'il y en a une sur le pôle sud, pile poil. Et McMurdo, c'est une base américaine aussi. Je crois qu'elle est ouverte toute l'année. Dumont d'Urville, elle est aussi ouverte toute l'année. Ok, Ouais. waouh. Fascinant. Et est-ce que Ah, ça t'a donné un... Ouais. peut-être que tu parles des bases dans les terres. C'est possible qu'il n'y en ait que 3. Alors, Et je sais du pas, coup, ouais. soit sur la côte. Concordia, c'est au niveau du dôme C, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, c'est peut-être ça, tac, 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 au cœur du continent, ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est les bases Voilà. à l'intérieur, ouais. Ok. Donc, ouais, c'est Vostok, Amundsen Scott pour les US et Voilà. Concordia, ok. Ouais. Et tout ça t'a donné envie de potentiellement repartir en Antarctique ou dans ce type d'environnement, mais pour plus longtemps? Alors, au début, en fait, j'ai fait des yo-yo. Au début, je me suis dit, ah oui, ça me donne envie d'y passer un an et d'essayer de voir comment je m'adapte et puis de vraiment être encore plus immergée dans la science antarctique. Et puis finalement, plus le temps passait, plus je me suis dit, non, non, j'ai envie de rentrer chez moi. Et au contraire, je suis admirative de ceux qui restent un an là-bas parce que vraiment, ça me paraît être un défi autrement plus important que le mien. Donc, pourquoi pas y retourner, mais pas tout de suite, non. Ouais. Et alors là, question vraiment très terre à terre, mais et je sais pas si tu es autorisé à en parler, enfin s'il y a des choses que tu peux pas trop partager, mais d'un point de vue contractuel, salaire, etc., comment ça se passe? Tu te mets en freelance, tu deviens salarié d'un institut français temporairement? Oui, c'est l'Institut polaire français qui nous recrute quasiment tous. Et l'Institut polaire français a des grosses contraintes budgétaires assez terribles. Donc, voilà, globalement, on n'y va pas pour le salaire là-bas. On est au SMIC et plus prime, quoi. D'accord, Euh, voilà, un peu tous à la même enseigne. Après, ok, on dépense très peu là-bas aussi, hein. On est nourri, logé, blanchi, oui, et pas beaucoup de, pas beaucoup de loisirs payants. ouais, vous êtes payé en souvenirs et en expériences inoubliables. Ouais, ouais, puis même la nourriture, on est nourri de toute façon, donc on Ouais, dépense que. ouais, Voilà, les assurances mutuelles et tout qui continuent de courir en France, mais c'est tout. ok. Punaise, quelle expédition. Je suis en train de... Donc, pour les frapper, on a couvert toutes les questions. Alors, attends, j'ai une petite correction. En fait, il y a aussi beaucoup de scientifiques qui sont envoyés par le CNES, par exemple, le CNRS, pardon, Ok, l'ESA, leurs instituts de recherche propres. Donc, ouais, l'Institut ok. polaire français gère vraiment la logistique, mais pas la recherche. D'accord, ouais, ok, ok. Très clair. Très clair. Et par curiosité,
toutes les recherches qui sont effectuées là-bas sur place, est-ce que c'est des choses qui sont partiellement ou totalement publiques? Est-ce qu'on peut suivre un petit peu, tu vois, le travail des équipes sur place? Tu sais ça? Alors oui, il y a le blog de Terra Delhi, par exemple, qui raconte un peu la vie des hivernants. Ils doivent écrire peut-être tous les 15 jours, 3 semaines. C'est pas très rapproché, mais ça permet de voir la ponte des manchots, par exemple, la ponte des œufs de manchots, etc. Je ne sais pas s'ils parlent tant que ça des recherches, des résultats de recherche bruts. Après, il y a... Incroyable. Je suis dessus. Ouais, là, écoute, il y a des graphes sur les températures, c'est fascinant. Punaise, c'est fou. Je savais pas qu'il y avait... Super. Le blog officiel du district de Terra Delhi, un des 5 districts des terres australes et antarctiques françaises. Voilà. Fabuleux. Écoute, ça me fera de la lecture. Super. Ouais. Et après, il y a régulièrement des hivernants qui restent toute l'année et puis qu'en fait, qui font leur blog propre. Alors, c'est vrai qu'il faut tomber dessus une fois ou alors par le bouche-oreille connaître, mais ensuite, il y en a vraiment plusieurs, des météorologues, des glaciologues, etc., qui racontent un peu leur quotidien et à la fois sur le plan scientifique et à la fois sur leur découverte de l'environnement. Mmh. Est-ce qu'il y a des choses, toi, d'un point de vue médecine, ou alors, je pense que tu as été assez clair sur le fait que tu n'as pas eu nécessairement à pratiquer, tu n'as pas eu de situation à gérer critique, mais est-ce qu'il y a quand même malgré tout des choses, que ce soit sur le plan humain, logistique, que tu as apprises de cette expérience et que tu penses pouvoir mettre à profit sur potentiellement de prochaines missions dans des milieux insolites, même si c'est pas des milieux de grand froid? Ouais. Sur le grand froid, j'ai quand même appris. On avait fait un stage d'1 semaine avant de partir à Chamonix dans les hauteurs. Donc là, j'ai quand même pas mal appris sur les pathologies du froid, etc. Après, sinon, sur les autres plans, pas tant que ça, je pense. Ouais. Après, j'avais déjà une expérience quand même de médecine adaptée ouais. En tractologie un petit peu. En quoi, pardon? En tractologie. Ouais, t'es prête pour une traversée de la Mongolie en tracteur ou ce genre de choses? Après, j'ai appris plein de choses sur le plan scientifique, en glaciologie, les courants de l'Antarctique, en ornitho, etc. Mais c'est vrai que c'est pas forcément reproductible sur d'autres contrats. Excellent. Écoute, Claire, un grand merci pour ce focus sur ta mission en Antarctique. Et s'il y a des gens qui sont intéressés, je t'avais mis en relation avec une ancienne invitée du podcast, Tiffaine, qui est médecin. Je ne sais pas si vous avez pu échanger, mais typiquement, elle, je pense que ça l'intéresserait énormément, ce genre de mission. Mais s'il y a des gens qui veulent en savoir plus, potentiellement envoyer une candidature, que ce soit pour de la médecine ou juste des mécanos ou cuisiniers sur ce type d'expédition. Est-ce que toi, tu as des ressources que tu recommandes qui t'ont été utiles à toi? Vraiment, cette BD, La Lune est blanche, je la trouve assez exceptionnelle, même pour la culture générale au niveau grand public. Et puis vraiment, elle est très bien dessinée. Il s'appelle Emmanuel Lepage, l'auteur. Et vraiment, c'est beau, quoi. C'est une BD de qualité qui est assez épaisse. Donc ça, c'est super. Et puis après, clairement, l'Institut polaire français recrute. Il recrute surtout d'ailleurs des métiers qu'on appelle tech dans le jargon antarctique, donc électricien, plombier, mécano, cuisine, etc. Et vraiment, il y a de la place pour, je ne peux pas dire pour tout le monde, mais en tout cas, il n'y a pas besoin de faire 10 ans d'études et de la recherche de haut niveau pour aller en Antarctique. Il se trouve d'ailleurs qu'il y avait 2 mécanos qui étaient avec nous, qui ont tout appris sur le tas, qui n'ont pas de diplôme de mécano, mais qui sont hyper débrouillards et jeunes, motivés et qui ont fait leurs preuves. Et vraiment, je trouve que c'est un message que j'essaie de faire passer notamment au collège, lycée, qu'en fait, vraiment, il y a de la place pour tout le monde. Excellent. Et voilà, le message est passé. Allez-y, renseignez-vous. Et potentiellement, est-ce qu'on toi, on peut te contacter via des réseaux ou autres, ou... Oui, bien sûr. Ouais, Facebook, c'est le plus actif. Sinon, il y a Instagram, mais je ne vais pas beaucoup, et LinkedIn aussi. Ok, excellent. Écoutez, les liens sont en description de l'épisode à nouveau. Merci beaucoup une fois de plus, Claire. C'était un plaisir d'échanger à nouveau, d'en apprendre un petit peu plus sur cette mission en Antarctique, clairement hors norme. Et puis, écoute, je te souhaite une bonne... au moment où on enregistre, je sais qu'il y a eu un cyclone à La Réunion, donc voilà, un bon retour à la norme, on va dire, après cet épisode météorologique compliqué, si j'ai bien compris. Et puis, je te dis à très bientôt. Oui, à très bientôt. Merci beaucoup, Loïc. Salut. Écoute à communauté. Au revoir.
Merci d'avoir écouté ce deuxième échange avec Claire jusqu'au bout. Pour rappel, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous conseille vraiment d'aller écouter le premier épisode qu'on avait enregistré ensemble, l'épisode 199 sorti le 28 janvier 2025. On parlait évidemment de sa mission en Antarctique, mais aussi de nombreuses autres missions, de son approche de la médecine et de son parcours de vie en général. Merci une fois de plus à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir le podcast, l'une des meilleures manières de le faire, c'est tout simplement d'en parler à un maximum de personnes autour de vous. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez rejoindre toutes celles et ceux qui ont décidé de soutenir financièrement, cette fois-ci, le podcast sur Tipeee. Ça se passe sur le site tipeee.com/les-frappés. Le lien est en description. Un immense merci à toutes celles et ceux qui ont déjà franchi le pas. Excellente semaine à vous, à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao les frappés.